Bonjour et bienvenue à ce 52e épisode de Petites Obsessions, le podcast où on apprend des affaires pour vous apprendre des affaires. Oui, c'est une bonne façon de le dire. Très simple et efficace C'est pour ça. décrire notre Ça podcast. devrait être ça notre slogan en fait, finalement. Donc la voix que vous entendez, c'est celle de William, Oui, et la voix d'Hélène. l'imprévisible William. Ah, c'est à mon tour d'avoir un qualificatif. Exactement. Et moi, ben c'est Hélène. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Ben, moi, je vais parler de l'origine de créatures mythologiques, là, donc des sirènes, des cyclopes, etc. Mhm. Qu'est-ce qui est venu à ce qu'on croit en ces créatures-là, en fait? Ok, Et, intéressant. et toi, Hélène? Moi, je vais parler du lien entre les animaux puis les religions, OK. grosso modo. J'en dis pas plus. OK, on est Parce que mystérieux. j'ai eu un gros schéma de réflexion par OK. rapport à cet épisode-là, puis je veux vous en parler justement. Fait que peut-être que ça va être toi qui va être imprévisible. Peut-être. Oh oh! Mais avant ça, faut... Lancer le générique. Ah. Hélène, Oui! l'idée de cet épisode m'est venue en regardant un TikTok l'année dernière Ok. et finalement qui devient un épisode aujourd'hui. Un TikTok d'un homme qui s'appelle McCanimal. J'imagine que c'est pas son vrai nom, là, on s'entend. Mais tu sais qu'il Euh, faut pas faire confiance à tout ce qu'on voit là, sur TikTok. je suis parti de lui puis je suis allé vers autre chose par la suite pour Ok. valider. Mais en fait, lui il expliquait l'origine de la créature mythique perse, le manticore, qui Ok. était, ma foi, super fascinante. Puis je me suis dit tout de suite, il fallait que je fasse un épisode sur les origines des différentes créatures mythiques. Mhm. Tellement c'était intéressant. Je me dis, mon Dieu, y en a-tu d'autres comme ça? Ouais, parce qu'on connaît les noms un peu, mais pas tant les origines, ou en tout cas, c'est Oui. peut-être moi, là, mais. Ça, puis là, ben là, il y en a probablement d'entre vous qui connaissent pas le manticore, puis c'est correct, c'est Ouais, normal. j'avoue, là. On va commencer avec lui, puis on Moi, va je connais pas. retourner aux autres créatures qu'on connaît plus là, par la suite. Mhm. Mais vu que c'est la base de laquelle je suis parti, ça va nous aider aussi à comprendre Ouais. les autres origines et que ce soit pertinent pour la suite. Super. Donc, on y va? On y va, let's go. Parfait. Fait que oui, c'est un épisode un peu visuel par moment, où si vous n'avez pas l'image, je vais essayer de vous décrire la créature. Sinon, vous avez le droit de googler pendant, Ouais, en exactement. écoutant. Le manticore, pour commencer avec un exemple clair, ben, imaginez-vous une créature un peu proche du sphinx OK. ou de la chimère, mettons là. Tu parles le sphinx, genre le bâtiment en Égypte, ou le sphinx, le chat? Le bâtiment en Égypte qui était à la base une créature mythique, là, on s'entend. Donc, c'est un peu un sphinx parce qu'en fait, c'est une créature de couleur écarlate avec le corps d'un lion, le visage d'un homme Mhm. et la Ouais. queue d'un scorpion. C'est un beau melting pot, là, ça. Oui, ceux qui n'ont pas googlé encore, les photos sont un peu dignes de cauchemar, mais ben, les C'est une photos, les hallucination dessins, de là. l'AI, là. Non, mais ça, des fois, on rajoute des cornes et des ailes de chauve-souris, mais on va s'en tenir à la description initiale de la Ah, ok. créature. Ça a été rajouté par la suite. Mais qu'est-ce qui me rend si excité de vous parler de cette créature-là que personne ne connaît? C'est qu'elle proviendrait de descriptions anciennes du tigre de la Caspienne. Qui est une sorte de tigre, j'imagine. Oui, qui est une sorte de tigre, là, c'est juste... Imaginez-vous un tigre, puis vous allez être correct, là, mais c'est plus les tigres avec vraiment beaucoup de fourrure là, qui descendent là, Ouais. plus long. Donc, Mais les gens qui l'ont décrit, ils avaient dû en prendre de la bonne Ben, là, pour écoute- voir une queue de scorpion, puis un visage humain, tout ça. Mais comment me demanderas-tu? Ben, c'est là que je rembarque dans l'explication puis que ça devient super Mhm. intéressant. Parce que si tu recules de plusieurs siècles, puis que tu as la malchance de croiser un tigre, même qu'aujourd'hui tu croises un tigre, Ouais, non, c'est ça, je suis pas rassurée. force est d'admettre qu'il y a peu de chances que tu aies survécu pour décrire de quoi il avait l'air à tes chums. Effectivement. Fait que Ou que tu personnes- prennes le temps de comme bien C'est tout ça. noter. Là. Fait que les Ouais. personnes qui auraient vraiment aperçu un tigre, ben, ils l'auraient fait de loin, peut-être dans le noir, peut-être qu'ils étaient en train de manger leur ami, justement. Fait qu'ils sont pas full dans un état Ils ont pour... confondu la face de leur ami et le tigre. Peut-être, mais ils sont pas full dans un état Ouais. pour comprendre. Puis même à ça, d'autres animaux bien plus clairs, si tu regardes les premiers dessins de certains animaux, première peinture, genre d'une girafe ou des trucs comme ça, tu vois que c'est fait à l'œil, puis le monde qui se souviennent de des affaires, on n'est pas très bon pour se souvenir des Mhm. choses là, en tant qu'animal. Donc, c'est pas très surprenant que quelqu'un puisse se dire genre, what the fuck is this, puis pas de reconnaître, surtout si tu jamais vu ça un tigre. Pour Ouais, nous, ouais. c'est évident parce qu'on en a vu des tigres Ouais. en images. Mais tu te ramasses dans la rue, tu vois ça, tu fais what the fuck. Perso, ça m'est déjà arrivé même. Ah ouais? Ben, quelque chose comme ça, c'est que
je traversais le rang proche de chez mes parents, Ouais. puis j'ai vu une loutre traverser le rang devant chez nous. T'avais jamais vu de l'autre. Non, mais j'ai jamais vu une loutre dans la vraie vie en train de courir au lieu d'être dans genre une rivière. Puis tu Dans t'attends une pas, rivière en train de se tenir la main avec son ouais, autre ami l'autre. mais il fait noir. Puis tu t'attends pas Ouais. de voir une loutre à Berthierville sur le bord de la Bayonne. Fait que là, c'est juste comme, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette créature-là? Puis c'est quelques jours plus tard qu'on me dit, ah, il y a une loutre dans le coin. Fait que tu sais, je pensais pas avoir vu une créature mythologique, mais j'étais juste comme, j'ai aucune idée que j'ai vu. Fait que toi, t'es la personne qui voit quelque chose dans le ciel d'illuminé puis qui se dit « Ça y est, les extraterrestres sont parmi nous. Non, mais j'étais pas capable d'identifier » Non, l'animal. non, je Fait que tu comprends, je te comprends? niaise pas. Ça là. traverse vite devant toi, tu peux essayer de la décrire d'une façon. J'ai comme ben dos rond, petite affaire noire, mais qui va très vite. Finalement, c'est une loutre. Tu sais, fait que tout ça pour dire que, ben, revenons à nos moutons tigres. Puis, comment celui-ci a pu évoluer en tant que manticore? Ben, au niveau du visage humain, ça pourrait être une perception rapide liée à la fourrure du tigre qui fait comme un gros collet blanc autour. C'est le Père Noël qu'ils ont vu. Ben, ça fait comme une grosse barbe blanche que tu peux Ouais. voir rapidement. Puis ça a quand même des yeux perçants aussi, Ouais. un tigre. Là, fait que tu sais, ça peut surprendre dans le noir. Fait que ça serait pas le plus beau des hommes, mais un homme pareil. Puis la queue de scorpion, ben, ça viendrait pas nécessairement du fait que le tigre a un dard, mais la queue d'un tigre, c'est quand même tout le temps curvé un peu. Ouais, Tu sais, ça ressemble à une queue de chat un peu. Oui, là. mais ça, mais tu sais, comme elle roule sur elle-même, effectivement, un peu comme un chat. Fait que Ok. tu vois ça au loin dans le noir, le bout noir potentiellement, tu peux dire, est-ce Oui. que c'est un dard ou c'est juste la meilleure Ouais, façon qu'un dos de... effectivement, une queue de scorpion, c'est recourbé sur Ouais, c'est ça. soi-même. là. Fait que peut-être que la meilleure façon qu'il décrivait, c'est comme, ah, c'est curvé comme celle d'un scorpion, puis ça a été traduit par la suite. Il y a c'est eu une du queue de téléphone arabe là-dedans. Là. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup de téléphones, de jeux de téléphone aujourd'hui. Puis c'est possible aussi que l'orange ait pu paraître comme rouge foncé si tu as vu l'animal de soir. Donc c'est pour ça qu'il pensait qu'une couleur écarlate. Si tu regardes une photo d'un tigre le soir, ça a l'air plus foncé que ce l'est. Mhm. Et si tout ça n'est pas suffisant pour vous aujourd'hui, ben le nom manticore proviendrait de deux mots perses, soit Martia et Xvar. En tout cas, Ok. mon perse est rouillé, signifiant mutuellement homme et manger. Son Ok. nom signifie donc mangeur d'hommes. Ouais. Et le tigre, ben, c'est reconnu comme étant un des plus grands mangeurs d'hommes. Donc, case close, votre honneur. Ça me rassure pas plus de croiser un tigre dans la rue, là, mais. Preuve d'autant Ouais. plus qu'il n'y avait pas beaucoup de gens à l'époque, peut-être, qui croisaient beaucoup de tigres et qui en Super revenaient vivants. intéressant, ça. Mais bon, ça suffit, hein, les créatures que personne connaît. Parlons maintenant de celles qu'on connaît tous, la sirène. Fait que si vous ne Oui. connaissez pas une sirène, là, je suis désolé, je peux pas full Il y en vous a aider qui aujourd'hui. sont là. payés pour faire la sirène, là. Oui, donc moi j'avais déjà entendu la théorie principale autour de l'origine de la sirène il y a plusieurs années. Je sais pas si toi ça te dit quelque chose, tu as une idée d'où est-ce que ça provient. L'origine, je suis pas sûre. Je sais pas si c'est mêlé, genre, avec Poséidon et tout ça. Mais Il me semble qu'il y a des filles, là, non? Ou oui, je me mélange avec non la mais petite je te dis sirène. pas nécessairement dans quelle histoire c'est apparu la première fois, mais selon toi ça proviendrait de quel animal? De quel animal? Faut-tu que je nomme un animal spécifique ou une sorte? Parce que j'aurais tendance à dire le poisson, là, évidemment, mais je suis Mhm. sûre que c'est pas ça, là. Je suis sûre que c'est un piège. Ben, en fait, selon les experts, ce que les marins croyaient être des créatures mi-femmes, mi-poisson, c'était probablement des lamantins. Ah! Hey, puis c'est pas beau, un lamentin. Oui, c'est ça. Disons qu'il faut vraiment que tu aies été en mer pendant des mois à boire du rhum sans contact avec une femme pour commencer à te dire qu'un lamentin, ça serait un bon coup d'un soir, là. Mais plus sérieusement, comment est-ce qu'on peut en être arrivé là? Parce que le tigre, tu peux Ouais. le comprendre un peu, le lamentin, ça commence à être rough un peu, là, tu sais, comme Ouais. comment est-ce que cette face-là, t'as envie de la frencher? Ben, les lamantins, ils ont quand même plus d'éléments qu'on pourrait croire qui sont humains. Ben, entre c'est des guillemets. mammifères, si je me trompe Oui, pas. déjà, les nageoires du lamentin sont un peu une sorte de main. Ça a l'air Oui. d'une... Mais ils ont comme 5 os dans leur nageoire qui fait comme une forme un peu squelettique, donc ils peuvent un peu plier, un peu comme si c'était une main dans une mitaine, genre. Ouais. Puis les lamantins sont aussi capables de se tenir en position verticale Oui. hors de l'eau, puis ils peuvent aussi tourner leur tête un peu comme font un humain. Fait que tu t'attends pas qu'un poisson se soit debout, en train de te faire des babayes, la tête sur le côté. Fait que tu dois te dire, genre, ça doit être un humain dans l'eau. Puis là, après ça, tu vois la queue. Fait que là, comme le cerveau joue des tours Hey, au loin. c'est fou!
Fait que c'est ça, on est quand même loin de la petite sirène, mais un pirate pas très brillant pourrait bien s'imaginer des affaires dans tout Ben, ça. comme tu dis, quand ça fait longtemps que t'es en mer, hein, Mhm. prends ce qui passe. Puis, sais-tu de quel ordre de mammifères marins selon les Lamentins? Ben là, je t'avoue que ça dépasse mon champ de compétences sur les espèces de mammifères, là. C'est les Siréniens. Oh, d'où le mot sirène. Ah, OK. ah. Ben, peut-être que le Ah! mot Sirénien est venu par la suite, là, on s'entend, mais Ouais. c'est quand même intéressant de faire Ah! le lien. Mais j'avais aussi envie de terminer l'histoire des sirènes avec les meilleurs écrits par rapport à celle-ci que j'ai pu lire, c'est-à-dire des écrits du bon vieux Christophe Colomb. OK. Parce que oui, Christophe Colomb a écrit comme quoi qu'un de ses amirals aurait vu des sirènes. Ah, pas lui. Non, pas Il lui a mis la directement. faute sur son chum. Mais c'est très drôle la façon que c'est écrit quand tu as le contexte Ouais. d'aujourd'hui. La veille, lorsque l'amiral s'est rendu à Rio del Oro, il a dit avoir vu très distinctement 3 sirènes qui émergeaient bien de la mer, mais elles ne sont pas aussi belles qu'on le dit car leur visage avait des traits masculins. Oh boy. Fait que dans le fond, au lieu de dire genre c'est clairement pas une sirène, ça doit être un animal, ils ont juste fait genre un lamentin, ça a plus l'air d'un homme. C'est un homme poisson. Fait que ça me faisait rire. Déplaçons-nous désormais en Amérique latine pour parler de la créature la plus connue du folklore mexicain, le chupacabra. Chupacabra. Oui. Dis-le comme il faut. Ben, je sais pas, là, mon espagnol est rouillé. Là. C'est quoi déjà Chupacabra? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui connaîtraient moins, là, ben, comme tu dis, son nom se traduit littéralement comme le suceur de chèvre. Ah oui, c'est vrai! Vu sa tendance à venir attaquer l'animal selon la légende. Pour ce qui est de son apparence, ben, ça varie un peu. Ce serait une genre de créature de la grosseur d'un petit ours avec un visage extraterrestre, un dos courbé, puis dont les vertèbres sortent tellement minces, puis qui est capable de se tenir sur 2 pattes. Fait qu'il y a une genre de hyène qui a passé Un mauvais une quart mauvaise d'heure. soirée, Là. là. Oui, exact. Ben, moi, j'ai toujours comme eu en tête une sorte de chien galeux, là, un Ouais. peu. Là, fait que, tu sais, c'est un peu comme tu dis avec la hyène. Ouais. Ben, ça serait potentiellement ça, la véritable origine de la créature. En Ok. fait, des chiens ou des coyotes avec une maladie de peau. Ok, des chiens lépreux. Là. Moi, genre avec la gale, littéralement, là, Ugh. donc qui manque des potes de poêle. Puis, si tu regardes des vidéos de chiens errants avec la gale, je sais pas pourquoi tu ferais ça, mais Arc! tu peux vite comprendre comment quelqu'un qui voit ça rôder le soir, ben, il va s'imaginer avoir vu une créature extraterrestre. Et même chose, là, tu sais, c'est un coyote. Ben, Ouais. le coyote, ben, ça s'attaque à des chèvres. Là, tu sais, ça va manger Ouais, ça, ouais, surtout ouais. s'il est malade puis il a vraiment faim. Donc, ça a été de fil en aiguille devenu le chupacabra. Chupacabra. Tu l'as vraiment mieux que moi. Ouais, je sais. Parlons désormais du kraken, une des plus grandes créatures littéralement d'origine scandinave. Pour les gens à la maison qui ne connaîtraient pas autre chose que la bouteille de rhum, ben sachez que le kraken, c'est un calamar gigantesque avec la Ouais. fâcheuse habitude de s'attaquer à des bateaux et à les faire couler. Ou à Mario Party, au petit joie. Ouais, ben c'est pas un kraken, là, c'est... Non, mais ça y c'est ressemble. une petite Ça a l'air d'un pieuvre calmar. blanche. Oui, ben c'est un calmar, mais... c'est Mais pas... le kraken, c'est un calmar. Ouais, mais c'est pas mal plus gros, pas mal plus menaçant, on Il peut s'entend, être là. très gros. C'est comme si tu disais, genre, que ce qu'on mange des champignons, c'est les petits champignons dans Mario. C'est comme pas la même chose. Anyway. C'est potentiellement la créature la plus facile à expliquer du jour, étant donné que ben, des calamars géants, ça existe. Hein? Mhm. Donc, pas de la grosseur légendaire du kraken, mais on a recensé des calamars géants allant jusqu'à 15 mètres de long, en incluant les tentacules. OK. Fait que C'est gigantesque. c'est assez gros, oui. Puis c'est des créatures qui restent généralement en eau profonde, mais Dans que... les abysses. Oui, exactement, une créature des abysses. Mais qui aurait pu, à quelques occasions, remonter à la surface, puis en n'ayant pas l'habitude de les voir, ben peut-être que c'est possible que les marins se sont dit qu'elles venaient les attaquer. Mhm. Puis, ben encore une fois, il y a eu un jeu du téléphone, puis ben à chaque fois, vu que c'est des marins, ben ils ont augmenté la grosseur du poisson. Ça, c'est des Puis, Marseillais, là. Voilà, tous les pêcheurs. Puis après ça, le bateau a grossi, puis c'est plus Ouais, fait attaquer. Il puis etc. exagérait tout, là, dans la Tout s'est démesure. exagéré, puis c'est devenu la créature mythique qu'est le kraken aujourd'hui. La licorne, maintenant, une idée quant à l'origine, Hélène. Ben, je sais que c'est vénéré dans une des cultures dont je vais parler dans ma partie, mais j'ose pas en dire plus parce que je suis pas sûre que c'est relié nécessairement à cette culture-là. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être relié au cheval, mais... Ben, ouais, tu sais, c'est la... j'ai l'impression que c'est la réponse facile puis que c'est pas ça que tu vas me dire. Ouais, ben, en fait, ça proviendrait potentiellement du rhinocéros. Ah oui, ben avec les cornes.
Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, un cheval avec une corne, ça peut être un peu la description super bâtard que tu peux donner d'un Ouais, ben un rhinocéros, là. Christ de gros cheval musclé, là, ton Ouais, ben c'est rhinocéros, ça. par contre. Les premières descriptions de la licorne auraient potentiellement été plus ça, genre comme un gros cheval très... ou une créature très large avec une corne, puis ben peut-être des gens comme un genre de cheval, mais oui. C'est un peu bâtard, mais ça serait quand même ça. Un peu comme un lamentin qui ressemble à une femme, là, tu sais, on s'entend, là. Ouais, c'est ça. On est loin de la petite bête qui fait des caca arc-en-ciel et qui est Ouais, toute mignonne, là. absolument, on était très très loin à l'époque. Puis, ben, certains d'entre vous me diront peut-être que la corne des licornes, telle qu'on la connaît, ne ressemble pas du tout à celle du rhino, puis ben, vous avez Non, raison. c'est ça, hein? L'explication derrière cette corne plus longue et mince serait qu'il y aurait des escrocs qui vendaient des cornes de narval comme si c'était des cornes de licorne à des gens qui voulaient bien y croire à l'époque médiévale, faisant évoluer le mythe vers cet aspect-là un peu plus là, de la C'est vrai licorne. que ça ressemble à des cornes de narval. Ah! C'est ça, fait que c'est comme un amalgame entre les deux. Je comprends. Bon, maintenant que tu commences à être rodé en origine de créatures mythiques, j'aimerais inverser la prochaine question. OK. Fait qu'au lieu de te dire une créature mythique puis que tu essaies de deviner ça provient de quel animal, je vais te dire un animal puis tu vas essayer de deviner quelle créature mythique y est attachée. OK. Quelle créature mythique tirerait ses origines de l'éléphant selon toi, Hélène? De l'éléphant. T'es chanceuse, il y en a deux. Ouais, mais on dirait que tout ce qui me vient en tête, c'est des choses qui ont existé, genre le mammouth. Ouais, non, on est quand même loin en apparence de l'éléphant pour vrai, là. Euh, je sais vraiment pas. La première, que bon nombre d'entre vous ont peut-être déjà entendu, c'est Nessie, le monstre du Loch Ness. Oui! C'était pas une affaire genre. Dans le fond, il pensait que c'était la tête de Nessie qui sortait de l'eau. Ouais. Il me semble qu'elle est dépeinte comme avec Ben un ça, il y a long une cou, tout photo ça. d'un monstre, mais ça serait potentiellement un éléphant qui se baignait. Ouais, puis ce serait sa trompe, en fait, la tête. Exact. Puis là, ben, les gens Hmm. sont pas habitués aux éléphants en Écosse, mais c'est que probablement que ça venait d'un cirque qui était ambulant ou quelque chose OK. comme ça. Fait que ça serait une des théories. Intéressant. Mais c'était pas de celui-là que je voulais te parler principalement puis que je trouvais full fascinant. En fait, c'est surtout que les éléphants seraient à l'origine des cyclopes. Attends, quoi? Plus précisément, il serait question de crânes d'éléphants sans leur défense qui seraient responsables du mythe. Oui, ben je comprends sans leur défense parce que les cyclopes ont pas de défense, là, mais je vois pas le lien. Les trompes des éléphants font qu'ils ont une grande cavité au milieu du crâne. Donc, le crâne est creusé pour faire de l'espace pour la trompe, donnant Ah! l'impression d'un gros trou pour un œil. Ben oui, comme nos crânes, ils ont une cavité pour le nez, fait que... C'est ça. Ah, pour vrai? Puis vu que les yeux sont sur le côté, tu le vois pas nécessairement. Puis la tête d'un éléphant géant, sans les oreilles, sans le nez et tout, le crâne, ça a quand même une mâchoire très semblable à l'humain. La forme pourrait avoir l'impression d'un humain un peu difforme, Un peu géant aussi? géant, avec un très gros œil, Comme un cyclope. comme un cyclope. Aïe aïe! Ouais, Jamais hein? j'aurais pensé. C'est hot, hein? Ouais, vraiment. Sinon, une autre créature ayant été inspirée probablement par des ossements, c'est le griffon. OK. Cette créature... Ça, c'est un mélange entre un lion puis un aigle, right? Exactement, qui a ensuite inspiré la maison des courageux dans Harry Potter. Oui. Donc, un lion avec des ailes puis une tête d'aigle. Ouais. Par contre, selon les théories, dans ce cas-ci, ce ne serait pas des ossements d'un animal qui parcourt toujours la Terre qui serait à l'origine, mais plutôt celle de dinosaures, OK. c'est-à-dire le Protocératops. OK, là, va falloir que tu me rafraîchisses la mémoire parce que j'ai aucune idée à quoi ça ressemble. C'est semblable à un Tricératops, mais sans les cornes. Le Tricératops, ça, Celui c'est avec celui qui a les- une espèce de couronne... Couronne avec deux cornes, puis sur le Oui, nez, puis deux oui, sur le bord oui, de la, ok, de la oui. tête, là, dans Petit Pied le dinosaure. Là. Oui, oui. Charles, notre référence de dinosaure, là. On est tellement des 90s kids. C'est ça. Puis, ben, ça serait le même type de dinosaure, mais beaucoup plus petit, parce Ok. que le Triceratops, c'était quand même Ouais. gigantesque. Le Protocératops, lui, il aurait été de la grosseur d'un lion. Ah, ben oui. Avec déjà, fait que tu peux faire... Logique que ce soit le griffon, là. Puis, si tu as bien l'image en tête Ouais. du Triceratops, il y a pas une mâchoire, il y a un bec, C'est vrai. Ben, comme un aigle. comme un aigle. Aïe, aïe. Fait que oui, il y a le gros contour de tête, là, Oui, oui, l'espèce de couronne là, de que j'appelle. couronne. Là. Fait que, tu sais, qui fait pas très aigle, mais peut-être qu'il était cassé des premiers qu'ils ont trouvé, ou que tu fais Ça fait l'amalgame. aigle royal, hein? Une Aigle couronne. royal. C'est ça, c'est juste une grosse couronne de lion. C'est ça. Fait que, ouais, c'est de là que ça proviendrait, un corps de lion, tête d'aigle. Peut-être qu'ils se sont dit, ben, s'il y a une tête d'aigle, clairement, il y avait des ailes, ils ont rajouté des ailes par après, ou ils ont trouvé des ossements d'un dinosaure volant avec
Puis ils ont fait, ben, Hmm. les 1 plus 1. Puis si t'es pas assez convaincu, selon les légendes, les griffons étaient principalement observés dans le désert de Gobi, OK. lieu où on a retrouvé la plupart des ossements du Protocératops. Ah, ben oui, tout est dans tout. Fait que voilà, probablement qu'ils ont trouvé des ossements bien avant nous, que maintenant on peut s'identifier comme dinosaures. Et puis finalement, on ne pourra pas parler de créatures mythiques sans parler de la créature mythique la plus répandue dans toutes les régions, c'est-à-dire le dragon. Mhm. Le plus fascinant par rapport au dragon, c'est que il y a différentes versions de ceux-ci qui ont fait leur apparition à travers le monde, et ce, sans lien direct entre les cultures. Hein. Tu sais, le dragon, tel qu'on le connaît en Europe, c'est une créature destructrice, tandis que le dragon asiatique, c'est lui plus perçu comme un protecteur. Puis, Puis même dans la forme, dans là, la je veux forme, dire, tu sais, en Chine, quand on voit des parades avec des c'est plus dragons. serpent Ouais, exact. géant avec une tête un peu plus comme de lion, là, un Ouais. peu, versus le dragon qu'on connaît qui européen qui est plus, j'allais dire un punch, je peux le dire tout de suite, avec plus une tête qui ressemble à une tête de T-Rex. Oui, effectivement. Fait que on se dit, Un T-Rex avec des ailes puis qui crache du feu. ouais, mais tu sais, tu peux trouver des ossements, effectivement, d'une tête de T-Rex avec un autre gros corps, puis tu peux comme le déplacer, puis t'imaginer que c'était peut-être une grosse créature volante. Mhm. Mais ça serait malhonnête de dire, c'est sûr que les deux viennent exactement de la même place. L'Européen vient de là. Ben non, c'est ça, ils n'ont pas la même vision. Ils n'ont pas la même vision. Ceux asiatiques, une des théories, c'est que les dragons proviendraient d'anciennes espèces de dragons de Komodo encore plus grands. Ouais. Par exemple, qui doivent plus exister aujourd'hui, ou des serpents des mers géants. Ouais. Donc, tout ça est devenu un amalgame ensemble pour devenir cette créature-là. Le cracheur de feu proviendrait potentiellement du fait qu'ils sont capables de cracher de l'acide, etc. Fait que c'est comme un peu des amalgames de tout ça, mais c'est plus difficile que les autres de pinpoint directement qu'est-ce qu'il y en est. Sauf que je pouvais pas finir cet épisode-là sans parler des dragons. Le monde aurait dit, qu'est-ce que tu fais, William? C'est ça là qu'on veut savoir. Mais si ça vous voulez savoir, mais je peux pas vous dire si rapidement dans un épisode comme ça. Par contre, si vous voulez que je fasse un deep dive sur les dragons un jour, je peux le faire. Je suis assez nerd pour avoir du plaisir en faisant ça. Fait que voilà, un sujet simple qui peut devenir très vaste et compliqué si on s'y prête. Fait que j'espère que tu as quand même apprécié Oui. les autres explications que je t'ai données. Puis, parlant de sujets vastes, sans vouloir te mettre on the spot, j'ai cru comprendre par nos discussions tantôt que ça n'a pas nécessairement été facile de ton côté. Non, effectivement, pour ceux qui connaissent pas là, notre fonctionnement avec Will, on s'entend sur les sujets globaux qu'on va traiter, mais on se dit pas exactement de quoi on va parler pour avoir les réactions le plus naturelles possible. Puis, je vous avoue que je pense que c'est l'épisode avec lequel j'ai eu le plus de difficultés. Ça a été le plus compliqué à écrire de mon côté, j'ai l'impression. Déjà parce que j'étais pas trop sûre de mon sujet, justement. On s'était dit que vu que toi, tu voulais vraiment faire un épisode sur les créatures mythologiques, ce que je trouve super intéressant, peut-être moi, j'aurais pu parler de créatures divines. Mais un peu comme toi, avec l'épisode sur les hormones, j'avais un petit malaise parce que on s'entend que la religion, c'est un sujet assez sensible. Je suis pas une experte en théologie non plus. Je veux pas insulter quiconque par mon ignorance, là. C'est le cas de le dire. Puis aussi, je suis pas vraiment croyante aussi, fait que je me sentais comme un petit peu imposteur de parler de religion actuelle, mettons. Fait que je me suis dit que je pourrais parler de divinités des peuples anciens comme les Égyptiens, les Grecs et les Romains, parce que, tu sais, mis à part les noms des divinités les plus connues puis le fait que certains ont une apparence animale, je t'avoue que j'ai l'impression de pas savoir grand-chose sur les religions de ces civilisations anciennes-là. Mais là arrive justement mon deuxième problème avec cet épisode-là, c'est qu'on pourrait faire une série complète sur chacune de ces civilisations et de leurs croyances. Il y en a qui existent d'ailleurs des podcasts qui se concentrent là-dessus. Tu sais, moi, je parle vite là, du cyclope, puis je fais comme, c'est juste une créature mythique d'une autre religion qui n'existe plus. Mais c'est pas nécessairement aussi simple dans ton côté, là. Non, c'est ça. Il y a énormément d'informations, fait que j'ai dû faire des choix. Puis en toute franchise, ça se peut que je me trompe parce que il y a des sources qui disent A, d'autres sources qui disent B. Fait que j'essayais d'avoir le plus la vérité possible, mais je n'ai pas la science infuse. T'es seulement une personne qui essaie de s'informer, puis c'est déjà beaucoup plus que la majorité des gens. C'est ça. Mais si jamais c'est votre sujet d'expertise, n'hésitez vraiment pas à me corriger
m'échanger dans les commentaires. Je vais absolument pas le prendre mal. Tout ça pour dire que je me suis décidée à m'intéresser au lien entre les animaux et la religion parce que je me suis rendu compte au fil de mes recherches que ça revenait dans pas mal de religions, là, les animaux. Effectivement, on a quand même une relation très proche avec les animaux de façon générale pour diverses raisons. Fait que c'est pas surprenant, mais c'est fascinant de pouvoir creuser à ce niveau-là. Ben c'est ça, je me suis demandé, tu sais, pourquoi il y a certaines divinités justement qui sont représentées par des animaux, qu'est-ce qui symbolise réellement, est-ce que c'est la même symbolique d'une civilisation à l'autre aussi? C'est vrai. Fait que j'ai exploré un peu toutes ces questions-là, puis je tiens à peser sur le mot explorer, là, parce que je peux pas vous dire tout sur juste ce sujet-là. Là. On sera encore là dans 3 ans, là. Fait que si on regarde le peuple égyptien, pratiquement toutes les divinités sont associées à au moins un animal. Ben oui, c'est souvent un corps d'homme avec une tête animalière. Exact. Là. Ou l'inverse aussi, là, une tête... Ah oui? Ouais, ça existe dans certaines le sphinx. divinités. Ouais, exactement. Puis ça, c'est parce que la nature, elle occupe une place importante dans cette civilisation-là. L'écrivain grec Héliodore avait noté que les Égyptiens pensent que la création et la vie des hommes résultent principalement de la conjonction du principe humide et du principe de sécheresse. Excuse-moi, là, je veux pas rire. La religion part de l'humidité. Ça me fait très rire. Ouais, mais c'est que, en fait, l'humidité, c'est le Nil, puis la sécheresse, ce serait la terre ferme. Puis l'union des deux, c'est la nature, qui est à la base de tout. Hein. La nature, c'est un lieu de prospérité et de menace. C'est source de vie et de mort, etc. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Égypte, au temps des pharaons, c'était pas désertique. La preuve, il y a plus de 200 hiéroglyphes qui sont directement reliés à la faune. Fait que forcément, c'est que c'était des espèces qui côtoyaient, là, qui dessinaient dans le fond. Puis cette proximité-là avec la faune, elle a fait en sorte que l'humain a commencé d'un côté à idolâtrer et vénérer les animaux, ce qu'on appelle la zoôlatrie. Au point de les représenter sur des blasons, dans les hiéroglyphes, etc. Et même d'être enterrés avec. Et d'un autre côté, à les offrir en sacrifice pour connecter le monde profane et le monde des dieux. OK. En même temps, c'est à une époque où les sacrifices... Il y en existait des sacrifices humains, fait que ça peut être un positif aussi. On a remplacé un petit peu les sacrifices humains par les sacrifices d'animaux, justement, là, dans certaines civilisations. Ça peut être un honneur à un certain point dans certaines civilisations. Mais d'où c'est parti, justement, ce fanatisme-là pour les animaux? En entrevue avec le National Geographic, l'égyptologue Pascal Vernus expliquait que pour la société égyptienne, le monde suivait un cycle bien précis. Hein. On commençait par la naissance, ensuite il y avait la croissance, la prospérité, le déclin et la mort, suivi de la renaissance. Et là, le cycle recommençait. Puis ce cycle-là, il se manifestait également chez les animaux. Hein. Les animaux aussi, ils naissent, ils grandissent, effectivement, meurent, on est tous etc. pas mal pareils. Hein. Puis, les Égyptiens pensaient que de vivre en harmonie avec la nature, donc en traitant les animaux avec respect, comme leur égal, ça les préserverait de la colère des dieux, justement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a certaines religions qui vont prôner le végétarisme. C'était aussi une façon, justement, de maintenir l'équilibre entre les forces de la nature et l'intelligence humaine. Ouais, fait que c'est pas nouveau, le végétarisme. Il faut s'en souvenir que dans certaines cultures, ça fait vraiment plus longtemps. C'est écrit dans plusieurs écrits sacrés, là, que, justement, on essaye de faire preuve de respect, puis la première preuve de respect, c'est de pas tuer ton prochain, là. C'est quand même pas pire preuve de respect, oui. C'est pas dans les commandements qu'il faut être végétarien nécessairement, mais il y a des traces dans les textes sacrés, notamment de la religion juive, de la religion chrétienne, de la religion musulmane aussi. Bref, vous pourrez aller voir ça si ça vous intéresse. Puis là, on peut se demander comment ils étaient choisis, les animaux, pour représenter certaines divinités. Fait que les Égyptiens, en fait, ils avaient observé des caractéristiques spécifiques à différentes espèces, puis ils voyaient une sorte de manifestation divine, ou du moins un intermédiaire entre eux et les cieux. Je te donne un exemple. Les scarabées, ils passent leur journée à pousser une petite boule de fumier pour finalement l'enterrer à la tombée du jour. Cette boule-là, elle contient en réalité des œufs de scarabées. Puis une fois que les œufs y ont éclos, les bébés scarabées vont prendre leur envol vers le ciel. Fait que l'insecte, il est associé à la renaissance parce qu'il y a une forme de, justement, transformation, là, si on veut. Tout comme le soleil, qui est rond comme une boule de scarabée et qui monte dans le ciel pour marquer la naissance d'une nouvelle journée. La légende veut aussi que les scarabées poussent leur boule toujours d'est en ouest, suivant ainsi la trajectoire du soleil. Fait que c'est facile de comprendre pourquoi le dieu Khépri, qui est le dieu du soleil levant et de la renaissance, a une tête en forme de scarabée.
Ah, ben c'est vraiment nice. Pour vrai, tu sais, comme, je suis pas capable de les associer. Tu sais, Non. comme tel dieu est relié à ça. Fait que de savoir que j'ai déjà vu cette Mhm. image-là, puis de comprendre la signification, c'est super intéressant. Là. Vraiment. Tu veux-tu d'autres exemples? Absolument. Ben, il y a des divinités qui ont un rôle de protection et de guérison. Celles-là, elles sont souvent personnifiées par un oiseau. Nekhbet, par exemple, c'est la déesse protectrice de la Haute-Égypte, du pharaon et de la royauté du Sud. Mhm. Puis elle est dépeinte avec une tête de vautour. C'est que les Égyptiens y avaient remarqué que les vautours ils ouvraient grand leurs ailes pour protéger leur progéniture du soleil Hmm. quand ils volaient. La même chose pour Horus, qui est un dieu guérisseur et sauveur, qui a été imaginé avec une tête de faucon, un Mhm. oiseau puissant avec un regard si perçant qu'il n'y a rien qui lui échappe. Ce qui a du sens, sachant que Horus veut dire le lointain et que l'œil d'Horus est considéré comme un symbole de protection, justement. Hmm. Les animaux domestiques, comme le chat, eux, sont surtout utilisés pour symboliser la protection du foyer. Ouais. C'est le cas de Bastet, qui est la déesse de la féminité, du foyer et de la musique, et qui a une tête de chat. Dans un autre ordre d'idée, on prenait des animaux aquatiques pour représenter l'ambivalence entre le bien et le mal, probablement parce que l'eau, c'est à la fois source de vie et de catastrophe, de mort, Ouais. comme avec la noyade, par exemple. Donc, le crocodile, par exemple, qui était utilisé pour représenter ce bec, qui est un dieu Ouais. de l'eau et de la fertilité, mais aussi qui est le responsable des débordements du Nil. Ah, ok. Fait que autant la vie et un Exactement, peu. il y a l'ambivalence ici. Puis, ça, parce que là, tu as dit animaux aquatiques. Du coup, j'étais comme genre, j'ai pas en tête un dieu égyptien avec une tête de truite, mais oui, effectivement, j'avais oublié les crocodiles, puis genre Non, non, hippopotame, là. effectivement. Puis c'est aussi que, tu sais, le crocodile, il y a des fois sa tête un peu entre l'eau et en dehors. Ouais. Fait que de là encore, C'est vraiment des l'espèce belles symboliques, d'ambivalence. là. Ouais, mais évidemment, là, tous ces choix-là sont purement subjectifs. Une autre civilisation aurait pu décider de représenter la Renaissance par une autre espèce que le scarabée ou la protection par un autre Ben, animal que le vautour. Hein? On va y simplement par le revenir. fait que ben il y en a pas nécessairement ces mêmes animaux-là dans d'autres régions, là. C'est ça, exactement. Puis on va y revenir un petit peu plus OK. tard, mais je veux finir avec les Égyptiens Of parce que course. sinon, j'ai l'impression que je vais vous perdre. Il peut arriver que deux divinités partagent les mêmes traits animaliers si elles ont des symboliques similaires. Il y a aussi plusieurs duos de divinités, chacune représentant une facette d'un même principe. Sekhmet, par exemple, qui est une déesse guerrière, elle a une tête de lionne, mais lorsqu'elle est apaisée, elle est représentée par une tête de chat comme Bestet, Oh. ce qui représente le calme, la sérénité, etc. Cette dualité peut aussi se manifester chez une seule et même divinité. Elle est donc représentée de plusieurs façons différentes. Par exemple, Hathor, qui symbolise la joie, la musique, la danse et la sexualité, ben, elle a l'apparence d'une vache. Mais lorsqu'elle représente la révolte et la destruction, ben là, elle va prendre la forme d'une lionne. OK, je pensais que tu allais dire, mettons, un taureau ou quelque chose. Là, Non. c'est vraiment autre chose parce que c'est quand même une bonne transformation, là. Ouais, exact. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Égyptiens voyaient pas nécessairement tous les animaux comme des dieux, mais vraiment plutôt comme des représentations des caractéristiques divines. Mhm. Certains animaux avec des caractéristiques plus spéciales pouvaient être perçus là, comme des incarnations divines et étaient donc considérés comme des demi-dieux, là, quasiment. Comme Fait les que- chats, justement. Ouais. Ben, il devenait alors sacré, un peu comme Apis, qui est un taureau qui apparemment avait une force physique et sexuelle considérable par rapport aux autres de son espèce. J'aime ça que c'est précisé le sexuel, là. Tu sais, Oui. lui, c'est le Zeus de les C'est trucs ça. égyptiens. Fait que ces animaux-là qui étaient sacrés, ben, ils étaient alors nourris, logés, blanchis dans un temple et ils agissaient comme oracles. Donc, les fidèles venaient les voir pour leur Mhm. demander conseil. Lorsqu'ils mouraient, c'était un événement local, parfois Ouais. national, comme Apis. On leur réservait alors des funérailles dignes des plus grands pharaons où les fidèles offraient un autre être de la même espèce partiellement momifié. Donc, par exemple, pour Apis, les fidèles allaient offrir un taureau Mhm. partiellement momifié dans l'espoir de s'attirer les bonnes grâces du défunt animal. Parfois, on venait à manquer de l'espèce en question, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait plus assez de taureaux Ouais. pour faire des offrandes à Apis. Donc, on offrait soit des parties de l'animal seulement, ou on se contentait d'une espèce voisine ou d'une représentation de l'animal sacré qu'on avait confectionné soi-même, par exemple. Ça explique pourquoi on a retrouvé beaucoup de reliques de momies d'animaux dans plusieurs temples Oui, c'est égyptiens, vrai. justement. Même s'ils sont également polythéistes, les Grecs et les Romains y ont privilégié une apparence humaine là, quand est venu le temps de décrire leur divinité. Ouais. Les hybrides étaient réservés plus pour les créatures mythologiques comme les centaures, les minotaures, etc. Mhm. Par contre, en Grèce comme en Rome antique, les dieux et déesses étaient souvent représentés avec des animaux qui leur correspondaient. Oui, effectivement, là, il y en a certains. Ouais. Ben, t'as-tu envie d'essayer d'en deviner? Il y en a certains que je pense que je sais. OK.
Fait que je vais te nommer les dieux et déesses autant grecs que romains, puis OK. j'aimerais ça que tu me nommes l'animal, puis si t'es capable de me dire pourquoi cet animal-là les représentait. OK, moi aussi. Fait que commençons avec Zeus puis Jupiter. Si je me trompe pas, c'est l'aigle. OK. Pourquoi ce serait l'aigle? Parce que, je sais pas, il est au top avec, puis il surveille, il est royal. C'est un peu comme Horus, comme tu parlais tantôt, là. C'est exactement ça. Yes! Zeus puis Jupiter, c'est pas mal les dieux suprêmes de leur panthéon respectif, hein? Puis l'aigle, ben, il symbolise la puissance, la souveraineté, la royauté, comme tu dis. Sa capacité à voler aussi à de grandes hauteurs, ça en fait le lien entre le ciel et la terre, ce qui reflète bien les rôles de Zeus et Jupiter, qui sont maîtres Absolument. du ciel et de la terre. Maintenant, Aphrodite et Vénus. C'est toutes des oiseaux? Pas Ça? nécessairement. OK. Parce que là, je pense aux animaux que j'ai en tête. Tu elle, la colombe? C'est ça, c'est la colombe, t'es OK. bon! Ouais, ben là, après ça va se gâcher, là. Je vais comme... Attends, là. Ben, la colombe, elle incarne la pureté, l'amour fidèle, la paix, la douceur. Fait que c'est pas étonnant qu'on en ait fait l'association avec les déesses de l'amour, Aphrodite et Vénus. Hein. Elles se retrouvent d'ailleurs souvent entourées de colombes dans les œuvres artistiques qui leur Ouais, sont c'est ça. consacrées. Maintenant, Poséidon et Neptune. Est-ce que c'est le... Attends, là, j'allais dire le calamar, justement, pour revenir un peu avec le kraken pis tout, mais ça doit pas être Non. ça. Le dauphin. Non, ben, je pense que Poséidon, il y a une petite relation avec le dauphin, là, mais... Ah ouais, couche avec. Mais je veux pas me méprendre parce qu'évidemment, ils peuvent avoir plus Oui. qu'un seul animal totem. Oui, tu sais, Zeus est déjà apparu comme une goutte en or, là. Tu sais, Ouais, comme c'est je veux dire, ça, ça exact. n'a pas rapport, là. Ils ont plusieurs attributs, mais ce qui relie Poséidon et Neptune, c'est le cheval. OK. Ouais. Ah, je l'aurais pas guessé. Ben, c'est ça, parce qu'on se dit, tu sais, c'est des dieux des océans, des dieux aquatiques, fait qu'on aurait pensé à... Mais en fait, on attribue à ces deux dieux-là la création du cheval, déjà en OK. partant. Tu sais, Poséidon, il aurait créé Pégase, en fait. Oui. Puis le cheval, c'est aussi perçu comme un animal puissant et impétueux qui symboliserait la force des vagues quand Mhm. on s'attire la colère de Poséidon et Neptune. Puis, ben, il me semble que j'avais lu que le dauphin, ça les représentait aussi dans le sens où quand la mer est plus calme, justement, Ah ouais, un versus peu le comme cheval. tantôt que les deux apparences. Ouais. Puis c'est ça, puis il y a un lien aussi avec les hippocampes. En fait, Oui. on appelle l'hippocampe à cause du grec, si je me trompe pas, hippos, qui signifie cheval ou quelque chose Oui, c'est comme vrai. ça. Ben, c'est cheval de mer, là. Ouais. Athéna et Minerve, maintenant. Il me semble que c'est un oiseau encore, mais je pourrais pas te dire. C'est effectivement un oiseau. Yes! C'est la chouette. Ah, La c'est ça. chouette, c'est l'animal de la connaissance et de la clairvoyance, ce qui colle très bien avec les déesses de la sagesse que sont Athéna et Minerve, justement. Et le dernier que j'ai envie de te faire deviner aujourd'hui, Hermès et Mercure. Là, c'est chiant parce que j'aurais pensé au cheval pour la vitesse d'Hermès. Puis oui, sinon, il y a des petites ailes qui sont casse. Fait qu'un autre oiseau, le faucon. Non, c'est pas le faucon, mais c'est un autre oiseau. Une volaille. T'as pas l'air sûr, la poule? Non, le coq. OK. Ben là. Le coq, en fait, c'est parce que ben, Hermès puis Mercure, c'est les messagers des dieux. Ouais. Donc, ils sont associés au coq qui annonce le début de la journée. Donc, Ah ouais, qui tu donne switch. un message à tous les jours à toute la planète, là, Ouais, OK. grosso modo. Fait que voilà. Il y a des animaux aussi qui sont encore vénérés dans certaines cultures. Hein? Mhm. On va faire un petit tour de roue là-dessus. En Asie, l'éléphant, c'est sans doute parmi les animaux les plus vénérés. Absolument. Pour les hindous, ils symbolisent Ganesh, qui est dieu de la sagesse et de la connaissance. Pour les bouddhistes, il représente la prospérité et la force mentale. Dans la religion hindoue, encore, la vache, elle représente la maternité, la fertilité, l'abondance, la bienveillance et la non-violence. Elle est vue comme la réincarnation du dieu Krishna et elle serait également associée à d'autres divinités comme Shiva et Indra. Mhm. Au Vietnam, ce n'est pas une, mais bien 4 créatures qui sont honorées car elles amènent bonheur et prospérité. La première, c'est la licorne. Ah, voilà. Oui, la licorne qui symbolise la paix, la bienveillance et la justice. Ensuite, on a le dragon Mhm. qui symbolise le pouvoir, la force et la prospérité. Le phénix qui symbolise l'immortalité et la résurrection. Et enfin, la tortue pour la longévité, la stabilité, la sagesse et sa capacité à porter le monde sur son dos. Oui, ben C'est vraiment effectivement. poétique. Oui. Mais c'est souvent vénéré, la tortue. On dirait que c'est calme, c'est bien. Ça. Ouais.
En Chine, le tigre est perçu comme le roi des animaux, hein, on Mhm. en parlait tout à l'heure, qui est capable d'éloigner le mal et de garantir la justice. Mais contrairement à la vache en Inde, l'animal est malheureusement pas protégé à ce jour Mm. parce qu'on utilise ses griffes et ses crocs dans la médecine chinoise traditionnelle. Ouais, c'est vrai. Ce qui est un petit peu Contre. c'est ça, controversé. Ouais. Au Japon, ce sont les chats qui sont particulièrement respectés. On le voit avec les mannequins Neko, là, les figurines de chats avec Oh, une la patte petite patte, levée. là, oui. Oui. En fait, ces figurines-là, elles sont souvent utilisées comme porte-bonheur et elles représentent la prospérité, la fortune et la chance. Donc, Mhm. c'est pour ça qu'on les voit Oui, souvent souvent, dans ouais. des commerces, par exemple. Au Pérou, maintenant, les Incas vénéraient 3 espèces pour les 3 mondes. Le puma pour le monde de la terre, le serpent pour le monde souterrain et le condor pour le monde céleste. Fucking chien pour les lamas, ça. Regarde, c'est pas moi qui ai décidé. Ouais, c'est ça. Au Bénin, au Ghana et au Burkina Faso, on a plutôt les reptiles en admiration. OK. Dans la culture vaudou béninoise, le python représente la prospérité et la protection. Du côté des Ghanéens, le crocodile est perçu comme la réincarnation des ancêtres, Ah. tandis qu'au Burkina Faso, il s'agit du caïman, qui, selon une légende, aurait sauvé des villageois en les amenant vers une source d'eau. OK. C'est pas ce que je m'attends d'un caïman qui fasse genre, venez, chum, suivez-moi. Dans ma tête, c'est plus violent que ça, mais tant mieux si c'est pas. Regarde, c'est selon la légende. Là. Ah, c'est ça. Chez les peuples aborigènes d'Australie, le kookaburra, un oiseau qui est aussi appelé le martin chasseur géant, est réputé pour avoir réveillé le monde entier lors du premier lever de soleil. OK, lui, Donc- c'est un coq super puissant, là. Ouais, mais il a pas l'air d'un coq pantoute, Ok. là, il a l'air d'un beau petit oiseau. Là. OK, tout cute. Il y aurait donc un lien spécial avec les divinités et serait en charge de nous prévenir justement chaque fois qu'un nouveau jour commence. Donc, en Australie, les coqs, ça semble pas exister. D'après la légende, si on ose se moquer du kookaburra, on risque de voir une dent inclinée pousser dans notre bouche. Fait que gare à vous si vous voulez pas vous payer des broches. Mais là, je m'excuse d'avoir dit que c'était un coq surpuissant. C'est un compliment, OK? ça. Laissez mes dents tranquilles. On va checker tes dents. Et enfin, dans la mythologie européenne, le loup est vu comme le symbole de la fécondité et de la protection. Hein. On n'a qu'à penser à l'histoire de Romulus et Rémus, les fondateurs Ah de oui, Rome, qui ont effectivement. été élevés par une louve. J'étais comme, j'ai jamais entendu, mais comme, Mhm. effectivement, t'as raison. Mais c'est aussi la punition et la férocité, comme il est dépeint dans le conte du Petit Chaperon Rouge, par exemple. Ah oui, effectivement. Avec le monothéisme et l'athéisme, force est d'admettre que les animaux ont quand même perdu leur statut d'être divin dans Mhm. plusieurs sociétés, voire c'est carrément l'inverse avec le braconnage, les exterminations, le trafic de certaines espèces, etc. Il y a certaines organisations de protection des animaux qui parlent même de zoocide. Donc, je trouvais ça quand même important de le mentionner. Tout ça pour dire que pratiquement toutes les religions et spiritualités ont donné une symbolique aux animaux, ou du moins les offraient en sacrifice dans des rites ancestraux, comme on en parlait au début. Ouais. J'aurais pu parler des Aztèques, des peuples du Nord, des Germains, d'autres tribus moins connues, mais encore une fois, il fallait que je fasse des choix. Oui. Donc, ce sera pour une prochaine fois. C'est ça, l'épisode Dragon et Aztèque, le prochain épisode. Mais non, super intéressant. Pour vrai, c'est le fun de se rappeler un peu puis de se rapprocher un peu de la nature Oui. indirectement. Comme, oui, c'était fascinant les liens, mais en même temps, ça nous permet de mieux reconnecter. Fait que merci pour ta partie, Hélène. Ben, merci à toi. Puis si cet épisode vous a plu, on vous invite à vous abonner Absolument. pour ne pas manquer les autres. Hein? On est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, etc. Tout le kit. On publie aussi des mini-capsules, des mini-obsessions, comme on C'est les ça. appelle. Puis des extraits aussi. Ouais, sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. Donc, pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux. On Mhm. annonce aussi les sorties des prochains épisodes. Exact. Puis sinon, ben, on se retrouve dans 2 semaines. Bye!